gens. Et en fait, avant ce spectacle, j'avais mon spectacle dans lequel je parlais beaucoup de mon vécu et du vécu des Africains de France. Donc c'était un peu le monde vu par un Africain vivant en France et l'Afrique vue par un Africain vivant de l'autre côté et vice versa, la France vue par un Africain de France né en Afrique. Donc bref, c'était très centré sur l'immigration, la mondialisation, les sans-papiers. Et donc c'est le spectacle que j'avais avant de commencer la chronique sur RFI, avant le Gondwana. Et donc quand j'ai commencé le Gondwana, naturellement, mon spectacle suivant, il fallait que je parle du Gondwana, puisque j'étais arrivé au bout de l'autre spectacle. Ça faisait à peu près 6 ans que je le traînais, quoi, ce spectacle-là. Bienvenue au Gondwana est venu un peu à l'improviste, puisque le spectacle que je voulais faire et que je suis en train d'écrire, c'était, je vais partir de la conférence de Berlin qui a consacré la division de l'Afrique et donc voir l'influence de la conférence de Berlin sur l'Afrique d'aujourd'hui et voir vraiment ce principe d'intangibilité des frontières. Est-ce que tous les problèmes qu'on vit aujourd'hui, est-ce que ça vient de là, par l'humour? Ça va être le spectacle qui viendra après Bienvenue au Gondwana. Donc dans Bienvenue au Gondwana, le spectacle que vous allez voir jeudi, je parle bien sûr du Gondwana, du président fondateur, des élections au Gondwana. Bon, c'est Bienvenue au Gondwana, quoi. J'introduis, c'est un peu pas le guide du routard du Gondwana, mais un peu l'affiche signalétique de notre beau pays, savoir où est le Gondwana, qu'est-ce que le Gondwana, qui sont les Gondwanais, et voilà. Je ne veux pas déflorer le sujet, je vous laisse venir jeudi pour en juger de vous-même. Quelques grands humoristes africains comme le Camerounais. Michel Concombre. Voilà. Ouais. Et ça, c'est ma première question. Et vous dites que vous n'attaquez pas directement. Ouais. Mais pour ceux qui suivent l'actualité africaine, quand vous parlez sur certains sujets, on sait directement vous parlez de quel pays. Par exemple, quand vous avez parlé des laits de ma mère, juste après l'inauguration du monument de Dakar, oui. Moi j'ai tout de suite compris que c'était le président Ouad qui faisait en ce moment l'actualité. Donc, est-ce que après avoir parlé de ces choses, est-ce qu'après ces ans-là, quand vous venez par exemple, vous avez été à Saint-Louis tout récemment, oui. Mais quand Ouad était au pouvoir, est-ce que vous n'avez pas de menaces directes ou indirectes? Non, j'ai jamais eu de menaces indirectes, mais par exemple, je sais que j'ai été interdit du Festman, par exemple. Les gens voulaient m'inviter, mais ça a été fermé. Je sais qu'il y a des pays où je n'ai pas encore joué, où à chaque fois, les organisateurs me contactent, mais au dernier moment, c'est bloqué, comme le Congo-Brazzaville ou le Cameroun. Ou comme par hasard, on a les derniers présidents fondateurs qui sont au pouvoir là-bas, quoi. Mais des menaces directes, non, ils ne sont pas cons. Hein. Oui, ils ne sont pas cons. Par exemple, je vais tout le temps chez Kabila, j'ai jamais eu de problème. Est-ce que vous avez, par exemple, en venant dans un pays africain, vous avez été une fois invité à un dîner présidentiel? Oui, régulièrement, je suis approché par des ministres qui m'invitent. Quand on m'invite, j'y vais. Hein. Mais des fois, quand je sens qu'il y a de la récupération dans l'air, je décline poliment. Je ne dis pas non, mais je prétexte qu'il y a un match de foot à la télé, ou j'ai ma chronique à faire, voilà. Non, je fais attention. Et vous n'avez pas encore répondu à la question par rapport si vous avez des idoles, mais je... Non, des idoles, moi, j'ai jamais rêvé de faire ce que je fais. Jamais, tout petit, je rêvais d'être footballeur professionnel. Donc j'admirais beaucoup Pelé, Maradona, tout ça. Mais je me prédestinais à une carrière de scientifique, enseignant à la fac, chercheur et tout.
Et c'est par hasard que je suis vraiment monté sur scène. Et en tant que spectateur, j'ai beaucoup aimé Coluche, Desproges, Jean-Michel Cancan, Ouchama, tous ces gens-là, mais ce n'étaient pas des idoles. Maintenant, en tant qu'humoriste, si je dois admirer des gens qui font le même métier que moi, ça va être les caricaturistes. Surtout ceux qui œuvrent ici en Afrique, parce que eux, ils sont sur place. Donc, ils font un dessin qui ne plaît pas, on sait où les trouver. On peut fermer le journal, on peut les mettre en prison. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Et en plus, en un seul dessin, il y a le fond, on sait de quoi il parle, le dessin est ressemblant, on sait qui il dessine, et puis c'est drôle. Un seul dessin. Donc souvent, un seul dessin, c'est l'équivalent d'une chronique pour eux, quoi. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Donc s'il y a des gens que j'admire, c'est vraiment les caricaturistes. Est-ce que votre billet de retour vers l'Afrique a été, vous avez été indemnisé? Non, il est toujours là, j'attends moi. Et parce que vous avez dit que je suis en France. Voilà. Parce que j'ai pris un aller-retour sur Air Afrique. Oui, c'est ça, mon billet, il est toujours là, je l'ai mis à la banque. Donc j'attends que Air Afrique renaisse pour rentrer définitivement. Mais en fait, je suis rentré par un billet vraiment un moyen détourné, puisque depuis 2 ans, j'ai créé ma boîte de production en Afrique, où je produis mes spectacles, où je produis les spectacles d'autres humoristes, je fais des ateliers, j'investis beaucoup au Niger, en Côte d'Ivoire, au Congo. Donc j'essaie de faire des spectacles avec d'autres humoristes africains. Ce soir, il y a Dibeu Cravate qui vient, c'est un humoriste ivoirien très connu. Donc on est en train de former une équipe d'humoristes africains vivant en Afrique pour professionnaliser ce métier-là, ce secteur. Et on va créer l'UA, pas l'Union africaine, mais l'Union des humoristes africains. Et à chaque fois qu'il y aura un sommet de l'UA, nous aussi on va faire un autre sommet. Voilà, cela m'amène à la dernière question. À part la Côte d'Ivoire qui est en avance sur le plan de l'humour, quel est le regard que vous portez sur les humoristes africains? Ben c'est pour ça, justement, il y a le Cameroun aussi qui est très avancé sur l'humour. Tu as cité Jean-Michel Cancan. Le problème des humoristes africains, et c'est pour ça que j'ai eu ce tropisme-là, vraiment venir jouer en Afrique, c'est que chaque humoriste joue vraiment dans son pays. Bon, l'humour, c'est des références, quoi. Donc c'est très circonscrit derrière une identité culturelle donnée. Mais en même temps, en Afrique, par exemple, les humoristes sénégalais, il y en a pas mal, mais ils font rire personne en dehors des... si on ne comprend pas Wolof. Au Congo, ils mettent du Lingala, au Mali, ils mettent du Bambara. Donc quand on ne comprend pas le Bambara, le Lingala ou le Wolof, on est un peu perdu. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que tout le monde un peu... on peut parler un peu comme Kateb Yassine qui a dit: le français pour moi c'est le putain de guerre, donc j'en fais ce que je veux. Le français je ne le rejette pas, j'ai cet amour ambigu, cette relation ambiguë avec le français. J'oublie pas que c'est une langue qui m'a été imposée. Avec ma mère je parle pas français, mais je rêve en français, je pense en français, donc c'est devenu pour moi comme une voiture, comme un véhicule pour aller d'un endroit à l'autre. Là je suis en Mauritanie, je vous parle en français. Si je parlais en Hausa, personne n'allait me comprendre. Donc il y a cet aspect où on essaie tous de créer une sorte d'humour panafricain, qu'un humoriste ivoirien puisse aller jouer. Bon, les Ivoiriens c'est un mauvais exemple, ils jouent un peu partout. Qu'un humoriste congolais puisse venir au Sénégal, qu'il puisse venir en Mauritanie, et qu'on comprenne tout ce qu'il dit, qu'il fasse rire les foules partout en Afrique. Moi je joue dans tous les pays africains, et c'est l'une des difficultés justement de cette chronique le matin. Je ne m'adresse pas à une seule personne, pas à un seul pays. On se bat toujours en France en disant aux gens, l'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent, quoi. Il y a plein de gens. Donc c'est essayer que professionnaliser l'humour africain, mais aussi l'universaliser, quoi. Qu'un humoriste africain puisse aller jouer en France, au Canada, un peu partout. Merci les filles qui sont venues. Voilà. Allez. Voilà.
va pas toucher toute la nuit. Ah oui, toute la nuit. On prend des somnifères. Est-ce que ça ne va pas empêcher de rire toute la nuit? Qu'est-ce que c'est une cause de personne? Je parle à mon nom personnel, en montant sur scène ou en faisant ma chronique, c'est purement égoïste déjà, parce que je ne suis pas le seul, on est tous pareils. Quand on écoute les informations, il y a des choses qui nous énervent. On en a marre déjà de tout le temps. Quand on parle de l'Afrique, c'est toujours des choses négatives, coup d'État, famine, corruption, ceci, cela. On est tout le temps énervé. Et au lieu de râler tout seul au volant de ma voiture ou dans mon coin ou en prenant ma douche, ben moi je fais une chronique ou bien je monte sur scène. Donc c'est purement égoïste au départ, c'est ça. C'est une sorte de séance de psy que je fais où voilà, je me lâche au lieu d'avoir un ulcère. Et maintenant, deuxièmement, si derrière le rire, les gens voient ce que c'est que le Gondwana, s'il y a une prise de conscience de quoi que ce soit, bah c'est un bonus, hein, mais c'est pas mon carburant, c'est pas ce qui m'anime au départ. J'aurais pu être syndicaliste, j'aurais pu être homme politique ou écrivain, j'allais toujours avoir ce fond qui est que l'injustice me révolte, la malhonnêteté, vraiment tout ce qui révolte quelqu'un de sensé, qui a une conception normale du bien et du mal, quoi, c'est tout. Pas son mot à dire, hein. Ah oui, quand on dit, je ne sais plus quel est quand deux éléphants se battent, les victimes c'est les fourmis, hein. Donc le Gondwanais lambda là-dedans, c'est lui il est là, on a l'habitude de dire que le Gondwanais lambda, il est l'éternel dupé, mais il n'est jamais dupe. Donc il voit clair, même s'il n'a pas l'armée pour lui. Donc on sait très bien, président fondateur, comment il arrive au pouvoir. On sait très bien pourquoi il reste au pouvoir. On sait très bien pourquoi, du jour au lendemain, président fondateur n'est plus en odeur de sainteté et pourquoi il quitte le pouvoir. Il y a une espèce d'assurance tout risque qu'on prend, comme quand on prend une maison, on achète une voiture, il faut s'assurer. On a l'exemple, il y a 2 jours, quelqu'un qui n'a pas payé ses indemnités d'assurance, il a très vite quitté le palais présidentiel, hein. Voilà, on sait tous comment ça se passe au Gondwana, président fondateur et au pouvoir pour le peuple et contre le peuple. Pour le peuple et contre le peuple. Voilà. Tout contre, c'est-à-dire très très proche, quoi. Alors, si par exemple le président fondateur prend la fuite, est-ce que le Gondwanais lambda va le suivre ou va rester avec le président refondateur? Celui qui suit, il y a 2 types de Gondwanais. Il y a le Gondwanais lambda et le Gondwanais bêta. Le Gondwanais lambda, il est dupé mais il n'est pas dupe. Le Gondwanais bêta, il s'appelle bêta parce qu'il fait tout bêtement. Et c'est lui toujours qui fait des manifestations de soutien au président fondateur. Et c'est lui qui fait le coup de poing pour soutenir le président fondateur jusqu'à la 89e minute. Et quand le match est fini, il redevient Gondwanais lambda pour un petit moment, jusqu'à ce qu'il voit où le vent tourne. Donc sur le fondateur ou le refondateur? Ah ben, il est avec celui qui est au manche, quoi. C'est lui qui lui donne à manger. Ça c'est le Gondwanais bêta. Hein? Très. Elle va avoir des problèmes. Hein. Alors, comme je le disais tout à l'heure au début, en parlant de mon précédent spectacle, j'ai commencé ma carrière d'humoriste en 2000-2001, complètement par hasard. Je suis parti en France en tant qu'étudiant avec une maîtrise en physiologie végétale, faire une thèse en physiologie végétale, et donc j'ai fait un DEA, puis j'ai renoncé à faire la thèse, puisque ça ne me plaisait plus, j'ai fait un diplôme professionnalisant, et c'est comme ça, petit à petit, je suis entré par hasard dans le spectacle. Et j'ai tourné pendant
5 ans, 6 ans à peu près, jusqu'à ce que RFI vienne me demander de leur proposer une chronique, un peu d'humour dans leur programme qu'ils trouvaient eux-mêmes anxiogènes. C'est naturellement que moi, l'idée m'est venue, je l'avais en tête depuis un moment, puisque je faisais aussi de la télévision en France, de la radio aussi. J'avais tenu aussi une chronique sur Africa numéro 1, qui était uniquement diffusée en région parisienne, où j'avais toutes 3 minutes où je parlais de l'actualité africaine, internationale, française. Et je suis né moi, au Niger, j'ai grandi un peu partout en Afrique. Et qui dit vivre en Afrique, c'est-à-dire on écoute tout le temps RFI. J'avais un papa qui était très intéressé par la politique et qui écoutait donc tout le temps RFI. Donc moi j'ai grandi en écoutant RFI, donc en tant qu'auditeur de RFI. Ce qui fait que quand ils m'ont demandé de leur proposer ça, c'était dans le cadre d'un... Il y avait à l'époque, c'était le moment où Moussa Kaka, le journaliste nigérien, était en prison. Par le régime Tanja, et RFI le soutenait. Ils avaient organisé un grand concert avec Tikenja Fakoli et d'autres artistes. Et moi, je l'ai appris comme ça par hasard dans la presse, et j'ai dit, en tant qu'humoriste nigérien, je me dois d'être dans cette soirée d'hommage. Je suis venu, j'ai fait 15 minutes de spectacle dans lequel je parlais justement de ce problème du Niger en excusant Tanja d'avoir emprisonné Moussa Kaka, en disant voilà, c'est parce qu'il trouvait qu'on ne parlait pas beaucoup du Niger et il a trouvé que c'est la bonne pub pour qu'on parle du Niger. Donc c'était un bon coup de pub pour lui. Et derrière, j'ai fait un sketch sur RFI. Je parlais de RFI, comment c'était vu, ça leur a plu. Et c'est là qu'ils m'ont demandé de leur proposer ça. Ils sont venus me voir en spectacle. Et donc j'ai écrit 2 chroniques de 2 pilotes qu'ils ont fait écouter à tout le monde. Et l'idée du Gondwana m'est venue spontanément parce que je connais RFI, je connais les auditeurs de RFI. Je me suis dit, à cette heure de grande écoute, il ne faut pas que je stigmatise un pays devant tout le monde. En Afrique, on appelle ça, il ne faut pas verser la figure de quelqu'un à midi pile devant tout le monde. Donc, créer un pays imaginaire qui regroupe toutes les tares qu'on retrouve dans nos pays. Quand je dis trou dans les routes, tu as pratiquement tous les pays africains qui vont lever le doigt. Liberté de presse bafouée, corruption, manque d'éducation, manque de santé, tout ça, quoi, magouille aux élections. C'est des tares qu'on retrouve un peu partout dans tous nos pays. Et ces tares sont regroupées au sein du Gondwana, ce qui fait que chaque matin, quand je parle du Gondwana, quand j'amorce ces sujets-là, beaucoup de nos auditeurs se sentent intéressés. C'est comme ça que c'est venu le Gondwana. Maintenant, le nom Gondwana, je ne l'ai pas inventé, c'est un nom qui existe. C'est le nom d'un continent qui existait à peu près 600 millions d'années. À l'époque, il y avait 2 continents. Bon, il y avait un seul continent avant, puis séparation, dérive des continents. Il y avait la Laurasie au nord qui regroupait l'Europe, l'Amérique du Nord et un peu l'actuelle Russie. Et au sud, il y avait un continent qui regroupait l'Afrique, l'Amérique latine, le sous-continent indien, l'Océanie, tout ça, qui s'appelait le Gondwana. Le nom m'a plu et voilà d'où vient le nom. C'est une région de l'Inde qui s'appelle Gondwana et c'est dans la langue indienne. Et les gens pensent vraiment, ça a une sonorité africaine, quoi. On entend Gondwana, on pense Congo, Gabon, Botswana, tout ça. Et le Gondwana, c'est pas uniquement l'Afrique, quoi. Et je sais plus où j'en étais, voilà la création, la genèse de cette chronique-là, où on a un président fondateur qui est à la tête du Gondwana. Chaque Africain qui écoute tous les matins, au Congo ils me disent le Gondwana c'est le Congo, au Togo ils me disent c'est le Togo, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie aussi, les gens me disent que c'est la Mauritanie. Donc voilà, c'est un peu, quand j'entends ça, ça me fait plaisir, ça veut dire que les gens ont compris d'entrée, quoi. Alors pourquoi je ne parle pas des Gondwanaises? Comment dire? En parlant des Gondwanais, je parle des Gondwanaises aussi, non? Puisqu'on me dit derrière chaque homme fort, il y a une femme forte, non? De temps en temps, je parle... c'est une très bonne question. J'ai un peu fait des chroniques sur la première dame. Mais le vécu des Gondwanaises, j'en parle pas, jamais.
Bon. C'est pas entré dans l'oreille d'un sourd, donc la prochaine chronique, on va se pencher sur le sort des Gondwanaises. Hein. On va lui trouver un nom, ça ne sera pas la Gondwanaise lambda, ça va être... on va voir. Il y avait une troisième question aussi, non? Des problèmes liés... à la conception de l'idée. Non. Il y a tellement d'actualités, tellement de matières premières tous les jours que les problèmes que j'ai, c'est de choisir les sujets, quoi. Il suffit d'écouter le journal de RFI, chaque titre en soi est un sujet de chronique. Donc j'ai un problème de riche, c'est de choisir le sujet pour ma chronique. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir le sujet, il faut l'angle d'attaque. Ça fait 4 ans que je fais cette chronique, donc les auditeurs ont bien capté l'univers. Il y a le Gondwanais lambda, le Gondwanais bêta, président fondateur, tel ministre, les pays voisins. Donc au début j'avais beaucoup de liberté, mais de plus en plus les gens connaissent par cœur tous les repères du Gondwana, donc je suis obligé de rester cohérent, quoi. Il y a une sorte de bible où il y a tous les mots-clés du Gondwana, donc j'ai de moins en moins de liberté de dire n'importe quoi, même si je m'autorise la plupart du temps d'inventer des pays voisins, de partir où je veux, quoi. Mais des problèmes d'inspiration, j'en ai jamais. J'ai jamais la peur de la feuille blanche où je ne sais pas ce que je veux dire. C'est surtout l'angle d'attaque. Il faut que ça soit drôle, il faut que ça soit respectueux des auditeurs, respectueux des gens dont je brocarde des actes. Parce que je n'attaque jamais personnellement quelqu'un, pas d'attaque à lui-même, c'est surtout les actes que les gens posent que j'essaie de mettre à l'antenne. Je serai dans l'avion de retour là-bas, tu vois. Donc là, je suis encore là pour 3-4 jours. Donc on va voir. Non, moi je ne me suis jamais posé la question. Hein. Je ne me déplace pas au nom de RFI ou au nom de qui que ce soit. Je me déplace là, c'est dans le cadre de mon spectacle. C'est Maman. Donc quand je parlerai sur scène, c'est pas au nom de RFI, c'est au nom de Maman. Vous verrez vous-même sur scène, c'est pas la même chose qu'à l'antenne. Parce qu'à l'antenne, tout ce que je dis, je n'en suis pas tout seul responsable. Si je fais un acte répréhensible par la loi, j'attaque quelqu'un, diffamation ou des propos racistes ou homophobes, j'en suis responsable, le rédacteur en chef, la directrice de RFI et le patron de l'AEF, ils sont tous responsables. Donc quand j'ai le micro, j'ai cette responsabilité-là. Je ne parle pas à mon nom seulement. Mais sur scène, c'est à mon nom. Donc sur scène, je dis les noms. Je ne dis pas simplement président fondateur. Et là, je suis venu pour mon spectacle, bienvenue au Gondwana. Des fois, je me déplace dans le cadre des opérations de RFI avec les autres émissions. Là, je fais ma chronique en direct et tout. Ce n'est pas pareil. Maintenant, il y a le problème de risque. Bon, déjà, moi, sur les papiers, j'ai un passeport du Niger. Donc, je n'ai pas cette obligation du ministère des Affaires étrangères français qui dit qu'il ne faut pas aller dans les zones rouges. Bon, même si maintenant, par le fait que le Niger a envoyé des soldats au Mali, je ne suis pas très... voilà, bon. Mais quand même, puis j'ai un passeport qui est plus fort que le passeport français, plus fort que le passeport nigérien, c'est le passeport du Gondwana. Et ce passeport, il m'amène partout où je veux, quoi. Donc je ne me suis jamais posé la question en Mauritanie, moi je me sens comme chez moi, je suis né à Agadez au Niger, donc à l'orée du désert, j'ai l'impression d'être chez moi ici, quoi. D'ailleurs avant de commencer ce point presse, j'ai exigé d'avoir du thé, et je crois qu'il est en train de se faire là-bas. Le thé que vous appelez... Ah, il est là? Ça va bien, hein? Ce que vous appelez thé mauritanien, que nous on appelle thé nigérien, parce qu'on a été les premiers à le faire. Au Sénégal, ils disent thé sénégalais. Au Mali, ils disent thé malien. Voilà. En fait, c'est le thé nigérien. Donc, tu vois, elle n'est pas d'accord. Hein? Oui, ça va créer la guerre un jour, cette histoire de thé, là. Le Niger a attaqué la Mauritanie pour non-respect des droits d'auteur au niveau du thé. Ah, voilà. Donc, il y a eu quelques grands humoristes africains, comme le Camerounais. Jean-Michel Concombre. Voilà. Ouais. Et ça, c'est ma première question. Et vous dites que vous n'attaquez pas directement. Oui.
Mais pour ceux qui suivent l'actualité africaine, quand vous parlez sur certains sujets, on sait directement vous parlez de quel pays. Par exemple, quand vous avez parlé des laits de ma mère, juste après l'inauguration du monument de Dakar, moi j'ai tout de suite compris que c'était le président Ouad qui faisait en ce moment l'actualité. Donc, est-ce que, après avoir parlé de ces choses, est-ce qu'après ces ans-là, quand vous venez par exemple, vous avez été à Saint-Louis tout récemment, mais quand Ouad était au pouvoir, est-ce que vous n'avez pas de menaces directes ou indirectes? Non, j'ai jamais eu de menaces indirectes, mais par exemple, je sais que j'ai été interdit du FESMAN, par exemple. Les gens voulaient m'inviter, mais ça a été fermé. Je sais qu'il y a des pays où je n'ai pas encore joué, où à chaque fois, les organisateurs me contactent, mais au dernier moment, c'est bloqué, comme le Congo par hasard, ou le Cameroun. Ou comme par hasard, on a les derniers présidents fondateurs qui sont au pouvoir là-bas, quoi. Mais des menaces directes, non, ils ne sont pas cons. Hein. Oui, ils ne sont pas cons. Par exemple, je vais tout le temps chez Kabila, j'ai jamais eu de problème. Est-ce que vous avez, par exemple, en venant dans un pays africain, vous avez été une fois invité à un dîner présidentiel? Oui, régulièrement, je suis approché par des ministres qui m'invitent. Quand on m'invite, j'y vais. Hein. Mais des fois, quand je sens qu'il y a de la récupération dans l'air, je décline poliment. Je ne dis pas non, mais je prétexte qu'il y a un match de foot à la télé, ou j'ai ma chronique à faire, voilà. Non, je fais attention. Et vous n'avez pas encore répondu à la question par rapport si vous avez des idoles, mais je... Non, des idoles, moi, j'ai jamais rêvé de faire ce que je fais. Jamais, tout petit, je rêvais d'être footballeur professionnel. Donc, j'admirais beaucoup Pelé, Maradona, tout ça. Mais je me prédestinais à une carrière de scientifique, enseignant à la fac, chercheur et tout. Et c'est par hasard que je suis vraiment monté sur scène. Et en tant que spectateur, j'ai beaucoup aimé Coluche, Desproges, Jean-Michel Cancan, Ochama, tous ces gens-là, mais ce n'étaient pas des idoles. Maintenant, en tant qu'humoriste, si je dois admirer des gens qui font le même métier que moi, ça va être les caricaturistes. Surtout ceux qui œuvrent ici en Afrique, parce que eux, ils sont sur place. Donc, ils font un dessin qui ne plaît pas, on sait où les trouver. On peut fermer le journal, on peut les mettre en prison, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Et en plus, en un seul dessin, il y a le fond, on sait de quoi il parle, le dessin est ressemblant, on sait qui il dessine, et puis c'est drôle. Un seul dessin. Donc souvent, un seul dessin, c'est l'équivalent d'une chronique pour eux, quoi. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Donc s'il y a des gens que j'admire, c'est vraiment les caricaturistes. Est-ce que votre billet de retour vers l'Afrique vous avez été indemnisé? Non, il est toujours là, j'attends moi. Et parce que vous avez dit que je suis en France. Voilà. Parce que j'ai pris un aller-retour sur Air Afrique. Oui, c'est ça, mon billet, il est toujours là, je l'ai mis à la banque. Donc j'attends que Air Afrique renaisse pour rentrer définitivement. Mais en fait, je suis rentré par un billet, vraiment un moyen détourné, puisque depuis 2 ans, j'ai créé ma boîte de production en Afrique, où je produis mes spectacles, où je produis les spectacles d'autres humoristes, je fais des ateliers, j'investis beaucoup au Niger, en Côte d'Ivoire, au Congo. Donc j'essaie de faire des spectacles avec d'autres humoristes africains. Ce soir, il y a Digbe Cravate qui vient, c'est un humoriste ivoirien très connu. Donc on est en train de former une équipe d'humoristes africains vivant en Afrique pour professionnaliser ce métier-là, ce secteur. Et on va créer l'UA, pas l'Union africaine, mais l'Union des humoristes africains. Et à chaque fois qu'il y aura un sommet de l'UA, nous aussi on va faire un autre sommet. Voilà, cela m'amène à la dernière question. À part la Côte d'Ivoire qui est en avance sur le plan de l'humour, quel est le regard que vous portez sur les humoristes africains? Ben c'est pour ça justement, il y a le Cameroun aussi qui est très avancé sur l'humour. Tu as cité Jean-Michel Cancan.
le problème des humoristes africains, et c'est pour ça que j'ai eu ce tropisme-là, vraiment venir jouer en Afrique, c'est que chaque humoriste joue vraiment dans son pays. Bon, l'humour, c'est des références, quoi. Donc c'est très circonscrit derrière une identité culturelle donnée. Mais en même temps, en Afrique, par exemple, les humoristes sénégalais, il y en a pas mal, mais ils font rire personne en dehors des... Si on ne comprend pas Wolof. Au Congo, ils mettent du Lingala, au Mali, ils mettent du Bambara. Donc quand on ne comprend pas le Bambara, le Lingala ou le Wolof, on est un peu perdu. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que tout le monde, un peu... on peut parler un peu comme Kateb Yassine qui a dit le français pour moi c'est le putain de guerre, donc j'en fais ce que je veux. Le français je ne le rejette pas, j'ai cet amour ambigu, cette relation ambiguë avec le français. J'oublie pas que c'est une langue qui m'a été imposée. Avec ma mère je parle pas français, mais je rêve en français, je pense en français, donc c'est devenu pour moi comme une voiture, comme un véhicule pour aller d'un endroit à l'autre. Là je suis en Mauritanie, je vous parle en français. Si je parlais en Hausa, personne n'allait me comprendre. Donc il y a cet aspect où on essaie tous de créer une sorte d'humour panafricain, qu'un humoriste ivoirien puisse aller jouer. Bon, les Ivoiriens c'est un mauvais exemple, ils jouent un peu partout. Qu'un humoriste congolais puisse venir au Sénégal, qu'il puisse venir en Mauritanie et qu'on comprenne tout ce qu'il dit, qu'il fasse rire les foules partout en Afrique. Moi je joue dans tous les pays africains et c'est l'une des difficultés justement de cette chronique le matin. Je ne m'adresse pas à une seule personne, pas à un seul pays. On se bat toujours en France en disant aux gens, l'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent, quoi. Il y a plein de gens. Donc c'est essayer que professionnaliser l'humour africain mais aussi l'universaliser, quoi. Qu'un humoriste africain puisse aller jouer en France, au Canada, un peu partout. Voici le fille qui est venu, voilà. Allez. On va voir toute la nuit. Ah oui, la nuit. On prend des somnifères. Est-ce que ça ne va pas empêcher de rire toute la nuit? Qu'est-ce que l'histoire RFI, on a 30 millions d'auditeurs, 25 millions sont africains. Donc le matin, c'est les Africains qui m'écoutent en priorité. Et puis même si moi j'essaie de mentir en disant que je suis suédois, blond aux yeux bleus, personne ne va me croire. Je suis africain, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Mon centre d'intérêt premier, c'est la destinée de l'Afrique. C'est ça qui me tient à cœur. Mais en même temps, je suis un citoyen ouvert au monde. Donc ce qui se passe au Venezuela me tient à cœur, ce qui se passe en Palestine me tient à cœur, en Tchétchénie, aux États-Unis. Donc de temps en temps dans la chronique, vous voyez bien que j'aborde ces sujets-là, pas tout le temps, mais j'en parle. Et tous les Africains sont comme ça. Il suffit juste d'écouter l'émission de Juan Gomez, les auditeurs qui appellent du fin fond de l'Afrique, qui te posent une question sur la Syrie et tout. Ça m'étonnerait qu'un gars au fin fond de la Syrie appelle pour poser une question sur le Congo ou la Mauritanie. Donc on a cet avantage en Afrique d'être ouvert sur le monde. Et c'est l'un des côtés d'appartenir à une minorité ou d'appartenir à une classe vraiment qui est en dessous, en bas comme on dit, quoi. On regarde vers le haut, on regarde vers le monde. Les Américains, ils sont convaincus d'être la superpuissance du monde, donc ils ne s'intéressent pas au reste du monde. Les Américains, il y en a qui vivent jusqu'à la fin de leur vie, ils n'ont pas de passeport. Nous les Africains, on aimerait bien avoir un passeport pour voyager, mais c'est parce qu'on ne peut pas, mais eux, ils ne s'intéressent pas au monde, quoi. Il y a des sénateurs américains qui n'ont pas de passeport, qui ne sont jamais sortis des États-Unis. C'est la superpuissance, quand on est fort, on ne s'intéresse pas aux autres, quoi, aux plus faibles. Et nous, en Afrique, il suffit de voir, bon maintenant peut-être ça a changé, mais à l'école, en tout cas moi quand j'étais petit, au Niger ou en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, à l'école, on enseigne l'histoire du monde entier, quoi. Voilà. Vous avez parlé tout de suite de l'émission que vous avez animée sur Africa Numéro 1. Pour ceux que j'animais sur Africa Numéro 1 s'appelait la chronique, le journal de Maman, le journal décalé de Maman, c'est comme ça s'appelait. Et c'était sur l'antenne parisienne
l'Africain numéro 1, c'est-à-dire, c'était pas écouté ici, en Afrique. La différence, c'est que dans ce journal-là, je disais les noms, quoi. Je disais tel pays, je disais tel nom, tel ministre, je disais les noms, c'était pas encore le Gondwana. Et quand l'antenne, l'auditoire a été beaucoup plus large, donc il fallait un peu essayer de passer par des chemins contournés pour ne pas... On peut appeler ça autocensure. Ah non, c'est pas de l'autocensure. Il y a quelqu'un qui disait que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Donc dans l'humour, il y a d'abord la politesse. Ça ne sert à rien que je vienne à l'antenne vraiment fort et écoute et tout le matin et puis que je commence à dire Sassou Nguesso c'est un dictateur corrompu et machin. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien tout ça. Déjà, il y a juste les Congolais qui vont l'écouter, ça va diviser les Congolais en deux, ceux qui soutiennent Sassou Nguesso et les autres. Alors que quand je dis président fondateur, qui est, voilà, j'essaie de parler de Sassou Nguesso, mais au Gondwana, ça parle à beaucoup de gens, des pays qui ont à peu près les mêmes points communs que Sassou Nguesso, que le Congo-Brazzaville, eux aussi se sentiront concernés. Daouda organise, je crois que je tiens beaucoup à le remercier. Vous avez tous compris que l'Institut français le soutient énormément ce festival. Je crois qu'on a tous besoin d'humour en ce moment. C'est le moment, même là, je vois le responsable de la police que je viens de voir pour assurer la sécurité de jeudi. On me disait, mais ouf, enfin on va pouvoir rire. Voilà, je crois que tout le monde a besoin. Donc, il est sûr qu'on va rire, oui. Donc voilà, donc je crois que nous on a décidé de soutenir. On va essayer que ce festival prenne de l'ampleur aussi chaque année, de plus en plus. Maman, je crois aussi, va nous aider à ce que chaque année on ait des invités de plus en plus nombreux, internationaux. Voilà, parce que je crois que l'humour, ça manque un petit peu ici, et je crois qu'il est urgent. Alors merci Daouda d'avoir initié ce festival. Et pour la 5e édition, je crois que ça prend une nouvelle tournure. Et je croise les doigts. Là, toi. Merci, monsieur le directeur. Merci pour ce soutien inconditionnel. Et merci à Maman qui a bien voulu être parmi nous pour la 5e édition de ce festival qui est devenu un incontournable rendez-vous du patrimoine mondial. Donc voilà, en gros, merci beaucoup monsieur le directeur, merci Maman. Merci aussi à mon charmant public qui ne cesse de nous soutenir chaque année. Et merci aussi au président de la communauté urbaine qui ne cesse de soutenir et de soutenir encore les jeunes. Et voilà. Ça vous fait rire. De remerciements partie de mes idoles. En plus de Jamel et Gad, Maman en fait partie. C'est le trio qui me motive le plus. C'est pas le même compte en banque. Hein. D'accord, le directeur te fournira. Donc voilà quoi. Et l'année dernière, on a essayé de rentrer en contact avec lui, malheureusement ça n'a pas marché. Et lorsqu'on a fini la 4e, le directeur de l'UFM, M. Jani, a dit bon, on va pour la 5e édition et on fera tout pour inviter Maman. Et c'était parce que lui, il avait mon bonne adresse Western Union, c'est pour ça. En quelque sorte. Bon, au début, j'y croyais pas, mais plus le temps avançait et j'avais de plus en plus de confirmations. Et hier, je l'ai vu, alors voilà. Si on faisait le bilan des 4 dernières années, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le bilan reste très positif, vu les moyens faibles dont nous disposons, mais quand même le résultat est là. Si nous avons Maman pour cette édition, ça veut dire que les 4 éditions précédentes ont vraiment été à la hauteur, malgré les moyens faibles dont nous détenons. Et les innovations pour la 6e édition. Il a pas fini la 5e. Ah mais il s'est tué. Franchement.
Moi, je vais faire après le... Voilà. Donc, une petite question, c'est-à-dire, hormis la participation de Maman à cette 5e édition, quelles sont les nouveautés par rapport à la 4e édition? Ben, on a la compagnie Phoenix de Saint-Louis qui se prépare pour venir. Donc, dans quelques jours, Inch'Allah, ils seront là. Et Aliba, normalement, devait être là. Mais malheureusement, il dit que son enfant est malade, donc il a pris un petit retard. Normalement, Inch'Allah, il sera là d'après lui le 30. Donc, voilà. Et le reste, c'est le théâtre mauritanien que vous connaissez. J'ai une dernière question pour toi. Ah oui, forcément. Une dernière question. Voilà, je voudrais savoir, ici en Mauritanie, on sent qu'il y a la diversité, il y a beaucoup de composants techniques. Comment vraiment faire rire à tout ce monde, faire rire au monde, aux autres? Voilà. Ben, le théâtre, déjà, a un langage universel. Donc, on n'a pas besoin seulement de s'exprimer en français pour se faire comprendre par tout le monde. Et d'accord, on a les 4 composantes ici en Mauritanie. Donc il y a certains qui ne parlent pas du tout français, mais quand même ils arrivent à rire par l'expression corporelle. Moi j'ai une dernière question. C'est quoi? Merci beaucoup et rendez-vous demain, Inch'Allah, pour l'ouverture. Quelle question? C'est est-ce que vous serez là, les gars? Voilà, est-ce que vous serez là? Avez-vous soif? Ouais. Ah ouais. Moi j'ai soif, j'ai faim. On va boire un petit bout ensemble si vous voulez. Je vais peut-être appeler la cafette pour commander. On va voir avec Mamadou. Sur la table, On va peut-être qu'il faut appeler. Il est plus complet.